RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. On retrouve donc Jean Pouly pour Des souris et des hommes. Bonjour Jean. Bonjour. Avec vous, on parle pas conjugaison, on parle big data aujourd'hui. Oui, mais je risque pas de faire des fautes de français dans cette chronique. Oui, les big data. Le nouvel or noir, peut-être, de la société de l'information. Quand on entend des superlatifs sur ce potentiel inépuisable, des données de la société de l'information qu'on appelle effectivement big data, grosses données. Voilà, que certains qualifient effectivement comme nouvel or noir, parce qu'en fait, c'est la véritable matière première de cette économie de l'information. Alors, il y a eu une conférence cette semaine à Paris, la 2e édition de la Big Data, et des chiffres donnent le tournis. Alors, soi-disant, on pourrait, dans les administrations, par exemple, faire une économie de valeur de 250 milliards de dollars pour lutter notamment contre la fraude fiscale. C'est d'actualité. Et le système de santé américain pourrait lui aussi économiser près de 300 milliards de dollars. Et puis, pourquoi pas 10 000 emplois nouveaux en France. Des chiffres qui font rêver. Pourquoi un tel engouement ? Écoutez, moi je me suis posé la question, je me suis dit d'abord, mais après tout, ce mot, est-ce que ça serait pas un petit coup de peinture sur quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle l'analyse décisionnelle des données, ou même en anglais on appelle ça le data mining, c'est-à-dire que la recherche de données, ça existe depuis longtemps, il y a beaucoup d'entreprises, le logiciel spécialisé. En fait, je crois que la nouveauté, et surtout cet engouement sur ce qui va venir, c'est qu'on assiste d'abord à une véritable explosion de ces données qui sont produites, stockées, parce que l'informatique des réseaux s'est généralisée, le grand public, tout le monde s'y met, et puis surtout, il y a maintenant ces réseaux sociaux qui font qu'à chaque clic, à chaque fois qu'on met un like, ou à chaque fois qu'on fait un tweet, effectivement, c'est des nouvelles données, on s'en rend pas compte. Et puis, au-delà, on avait parlé un petit peu aussi de l'open data, donc tout un tas de données publiques qui étaient, j'allais dire, aveugles, qu'on stockait, qu'on ne mettait pas en réseau, qui deviennent maintenant accessibles. La prolifération des objets connectés, on en a aussi parlé, près de 12 milliards aujourd'hui, bientôt 50 milliards dans 10 ans. La géolocalisation qui crée également de nouvelles données, et puis aussi, par exemple, la vidéosurveillance. Et sur quoi repose la création de valeur du big data ? Eh ben en fait, si on parle en termes économiques, la véritable création de valeur, elle est plutôt en termes d'économie, en fait, d'optimisation par des gains de productivité. Et pour bien comprendre, en fait, l'enjeu économique et voire même sociologique, je vais vous citer ce qu'affirme Virginia Rometty, la directrice générale d'IBM, qui est, on le sait, un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle justement cette analyse décisionnelle ou de la business intelligence. Elle dit, voilà, dans la société de l'information, notre valeur ne viendra plus de ce que l'on sait, mais de ce que l'on partage. Et il y aura bien plus de décisions prises en se fondant sur des éléments prédictifs que sur l'instinct. Voilà, et on voit là qu'on rejoint effectivement ce concept d'intelligence artificielle, qui est basé sur l'analyse des faits, des traces de nos actions qui sont sur Internet maintenant, plutôt que sur l'intuition de décideurs ou alors d'enquêtes qui existaient avec le marketing, mais qui étaient pas assez mises à l'échelle. On prenait un échantillon de 1000 personnes pour être vraiment prédictives. Alors c'est ce que j'appellerais volontiers une sorte de nouvelle sociologie prédictive assistée par ordinateur, nourrie par l'ensemble de nos clics de souris. Alors, quelles innovations, quels bénéfices pour l'économie, Jean Pouly ? Il y a un ensemble d'exemples, il y a plusieurs secteurs qui sont aux avant-postes, un peu, d'abord comme la banque et les assurances, parce qu'en fait, avec une analyse beaucoup plus fine des données, on peut par exemple réduire énormément les défauts bancaires, et on l'a vu avec la crise, c'est quelque chose qui devient urgent. On peut également mieux, anticiper et mesurer les risques au niveau des assurances avec, une déviance possible qui est l'individualisation des assurances. C'est-à-dire qu'on dirait, vous avez plus de risques parce on connaît tout à fait vos données, donc on va vous faire payer plus et on pourrait sortir du modèle, de solidarité sur laquelle les assurances sont basées. Et évidemment, on pense au marketing avec un ciblage complètement chirurgical qu'on pourrait faire sur l'analyse de l'ensemble des comportements d'achat.
Et puis également d'autres secteurs dont on imagine moins, mais par exemple le secteur médical, parce qu'on ne sait pas ou on oublie que en fait la pierre angulaire de la médecine, c'est l'accès à la bonne information. Et souvent des systèmes qui sont devenus très complexes, on perd de l'information, on n'a toujours pas notre dossier médical personnalisé qui nous suit, et ça devient très coûteux. On parle même de médecine computationnelle, sorte de nouvelle science où on va compiler, analyser des millions de données, en fait pour assister les professionnels dans leur diagnostic et le suivi des patients. Et puis, il existe surtout d'importantes économies en fait dans les services publics. Alors j'ai parlé de la lutte contre la fraude fiscale et les impôts, hein, mais également vers ce qu'on appelle une administration électronique pour fluidifier les réseaux de transport, et aussi également la réduction des crimes et délits avec l'analyse et l'exploitation des données de surveillance qui effectivement posent aussi des problèmes d'éthique. Alors justement, quelles sont les limites, quels sont les risques à craindre avec ce nouvel Eldorado des données ? Bon, déjà, il faut savoir que tout n'est pas exploitable. Donc, il y a certaines limites. Seuls 3% des données sont immédiatement exploitables. Le reste, il faut travailler. C'est là aussi que ça concerne un nouveau secteur de l'économie, avec des nouveaux métiers qu'on appelle data scientist ou data analyst. Et puis, il faut aussi les mettre en images parfois. Alors là, c'est ce qu'on appelle la data visualisation, parce que c'est vrai que parfois, les chiffres sont un petit peu indigestes. Pour moi, la plus grande limite, au-delà de ce traitement, mais qui génère de nouveaux métiers, c'est évidemment éthique avec les questions de confidentialité. Mais bon, Bruxelles veille sur cette question avec une nouvelle directive qui est, j'allais dire, à l'étude pour définir les conditions d'adhésion à ce qu'on appelle l'opt-in et la question de l'anonymat. Et puis, il y a un autre risque qu'on avait déjà aussi pointé, c'est celui d'un possible monopole, notamment américain, quand on sait par exemple que certaines organisations américaines ont beaucoup plus de données sur les Français que notre institut, l'INSEE. Bon. Mais j'allais dire, et pour un peu conclure, que finalement, la limite est plus philosophique avec cette recherche frénétique, j'allais dire, de l'analyse des données, cette course à la prédiction, qui sonne un peu comme une nouvelle volonté de l'homme de tout maîtriser, de tout prévoir, alors que par définition, dans la vie, il y a beaucoup de choses imprévisibles. Et au lieu de repérer ce que j'appelle les signaux faibles, qui souvent sont les véritables annonciateurs de grands changements, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est que cette hyper-rationalisation de l'analyse de l'humain elle risque peut-être de déshumaniser un petit peu nos sociétés. Et finalement, cette chronique sur le numérique nous conduit toujours à des questions philosophiques. Merci beaucoup, Jean Pouly. On peut réécouter cette chronique sur internet rcf.fr.